Voilà, moi c'est ça que je voulais. Dans la dernière bande-annonce de Batman, on voit que c'est le détective, le meilleur au monde. Quand il débarque chez Catwoman, il lui faut pas 2 secondes pour lui dire « T'as beaucoup de chats ». Ça, c'est mon Sherlock Holmes. Il enchaîne ensuite avec l'énigme du Sphinx. Elle peut être cruelle, poétique ou aveugle. La justice, même si ça, faut quand même avouer que c'est le genre d'énigme du père Fouras à laquelle même l'agitateur Jean-Pascal de la Starac pourrait répondre en moins de 30 secondes sur un mauvais Fort Boyard. J'ai une pensée émue pour Igor Bogdanov qui perd son frère, Grishka, qui a d'ailleurs été une énorme source d'inspiration pour Andrew Garfield. À chaque fois qu'on lui posait une question sur Spider-Man No Way Home, il pensait menton, menton, menton. Ici, votre fidèle Comic des Comics, vous êtes dans l'émission qui fait le tour de l'actu de l'industrie du comic book et de tous ses dérivés. C'est le 329e JT Comics. Imagine, t'as un Master 2 en esquive de spoil sur No Way Home, t'as fait tout ce qu'il fallait, tu as quitté la toile, tu as pris 3 fois plus de précautions quand tu étais dans des cercles geeks, librairies, cinéma, et puis un jour t'as froid aux pieds, tu arrives et tu te fais niquer par des chaussettes. La vie est beaucoup trop cruelle et il est temps pour nous de l'adoucir en passant aux news de la semaine. Méchant papa. Nouvelle bande-annonce pour The Batman, donc avec 2 choses qui ronronnent. Tout d'abord, le moteur de la Batmobile dans une séquence Fast and Furious dans laquelle on voit bien que le pingouin n'est clairement pas Dominique Toretto. Et puis Catwoman, puisqu'on vient s'attarder un petit peu sur la relation entre le chat et la chauve-souris, qui est en somme toute assez classique. Ami, ennemi, on sait jamais s'ils font du kung-fu ou du Kama Sutra. Et c'est pour ça que moi, ce qui m'intéresse le plus dans cette nouvelle bande-annonce, c'est quelque chose qu'on avait senti venir déjà dans les autres, mais là, c'est clairement dit, on va salir les Wayne. Et oui, apparemment, Alfred aurait menti à Bruce, il pourrait le recruter dans la Bat Family, sous le costume du mythomane, puisqu'apparemment, Thomas Wayne, le philanthrope de Gotham City, aurait participé d'une manière ou d'une autre, on ne sait pas, au système de corruption qui ronge la ville en entier. Alors, c'est assez récent, cette façon de repeindre Thomas Wayne en salaud complet, et c'est assez logique, puisque Thomas Wayne, c'est le modèle de vertu de Batman, qu'il a inspiré dans sa quête de devenir un super-héros. Donc, venir souiller tout ça, ça vient provoquer une crise existentielle chez Bruce Wayne. Le premier à l'avoir fait, je pense que c'est Mike W. Barr, en 1982-83, je sais plus, dans The Brave and the Bold, quand on apprenait qu'en fait, Thomas Wayne avait prêté de l'argent à un gangster pour s'enrichir, ce qui a poussé le très modéré Batman à hurler en plein cimetière que ses parents méritaient de mourir, c'est Moundir mais version hardcore, sauf qu'en réalité c'était une vanne, puisque c'était le comptable de Thomas Wayne qui se faisait passer pour lui. Il y avait aussi Grant Morrison qui avait un petit peu joué avec ce concept quand il avait inventé cet ancêtre un peu immortel des Wayne qui était venu lâcher ses meilleurs mythos à Batman. C'est très 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 timide dans la continuité principale, mais alors hors continuité, ça devient encore pire qu'une fête underground à Dubaï. Ça se lâche complètement, ça commence très soft avec un Halloween où on l'a vu soigner Carmine Falcon, mais il fait ça soi-disant pour honorer le serment d'Hippocrate, et en plus il prend pas d'oseille, et puis alors ça va jusqu'au plus hardcore quand on le voit devenir un espèce de quasi-punisher dans le Batman Flashpoint où c'est son fils qui a été tué à la place de ses parents, et puis dans Batman Damned on comprend qu'il a carrément trompé Martha au KLM, et dans Gates of Gotham, on voit les ancêtres, c'est pas Thomas, mais on voit les ancêtres de Wayne se partager un petit peu la ville en mode House of Cards, avec notamment les Cobblepots. Et puis dans les univers transmédiatiques, il n'y a plus aucune retenue. Dans le Batman de Telltale, c'est carrément un gangster. Et puis dans le film Le Joker, il y a des fausses accusations sur la paternité avec le Joker, mais en tout cas on voit qu'il n'a pas trop l'air de se soucier du petit peuple. Donc on verra ce que DC va nous pondre là. Est-ce qu'il va jouer à touche pipi avec Carmine Falcon? On verra comment ça va briser Bruce Wayne qui est à peine dans sa 2e année d'exercice. Mais ils nous font vraiment du Balzac qui disait dans le Père Goriot: le secret des grandes fortunes sans cause apparente est un crime oublié parce qu'il a été proprement fait. Sale. Pattinson explique comment il a déjà réfléchi au cheminement psychologique de son personnage pour les 2 prochaines suites à venir. Donc la Warner voit très loin, même si on sait qu'il faut se méfier dans cette industrie, d'autant que le modèle de sortie n'est pas le modèle classique. Il y aura 46 jours d'exclus ciné avant de basculer sur HBO Max. On sait que la sortie simultanée n'a pas réussi à Matrix 4, mais on sait aussi avec Spider-Man qu'il n'y a pas besoin de 46 jours pour dépasser le milliard, et à ce jour il n'y a que 2 Batman, 3 si on compte le Joker, qui ont dépassé le milliard. The Dark Knight Rises, The Dark Knight et le Joker. On verra s'il bat le record, et je vous laisse me dire ce que vous pensez de tout ça dans les commentaires. Chaîne du froid. Attention, petit spoil sur Hawkeye, même si Marvel s'est complètement lâché, a sorti déjà des vidéos avec sa gueule partout. Donc pour ceux qui voudraient, je vous laisse passer à la news suivante dans la barre de défilement. Mais il faut quand même qu'on parle de cet échec, de ce fail de la semaine dernière, puisqu'on a rarement vu une news
périmé aussi vite dans un de mes JT, même si c'est de l'opinion. J'avais pas vu encore le dernier épisode d'Hawkeye, j'étais tout excité, puis je suis passé de 100 à 0 en 2,3 secondes sur l'échelle de la molle. Te refroidissent lentement en plus, parce que quel plaisir de revoir Donofrio en caïd qui crève l'écran dans les premières secondes, et après ça devient un petit peu plus compliqué. Il a été piqué avec le sérum du super soldat, le type. Il peut manger des bombes comme si c'était des M&M's, tout ça pour finir couché par une balle de flingue. Alors, évidemment qu'on l'entend tomber, mais c'est hors caméra, donc ça compte pas. Mais j'aimerais quand même qu'on passe un petit coup de fil au Matt Murdock du MCU pour voir s'il s'est pas fait renverser par un type en trottinette. On sait jamais avec eux, et ce qui reste sûr, c'est que on retrouve pas la même qualité d'écriture, on retrouve pas la profondeur sombre du caïd de Netflix, mais ça fait plaisir de voir Donofrio, et moi j'ai encore espoir, puisque on peut d'ailleurs lui rendre hommage pour son amour pour le personnage. C'est lui qui a eu l'idée de la chemise hawaïenne, parce qu'il adore les comics Family Business de Spider-Man, dans lequel il a ce look. Il espère, comme nous, que son personnage ne soit pas mort, et ça paraît quasi impossible, sinon Marvel, il fallait juste nous tourner 2 doigts d'honneur et ça nous aurait fait le même effet, et quand on voit l'aisance avec laquelle il parle du futur possible de son personnage, on se dit qu'il sait des trucs que l'on sait pas, que ça va peut-être être totalement comme dans les comics, où Maya lui tire aussi à bout portant dans la tête, mais avec un Beretta LBD, puisqu'apparemment tout ce que ça fait, c'est l'aveugler. Donc il perd très symboliquement l'usage de ses yeux, et puis il va se faire planter dans le dos, dans le foie, dans la tête, dans le ventre, partout, par ses propres hommes au sein d'une mutinerie. Il va être exilé en Europe par sa femme, là où il va se faire opérer des yeux, il va retrouver l'usage de ceux-ci, et donc il revient en force. Tout ça pour vous dire qu'il y a de l'espoir, et au pire on retournera lire le run de Daredevil de Bendis ou de Mark Waid, peu importe, mais en attendant, Donofrio dit que pourquoi pas devenir le grand méchant de la phase 4, Kang, tu peux rentrer chez toi, et puis il dit qu'il aimerait se frotter pas qu'à Daredevil, mais aussi à Spider-Man, et on rappelle qu'à la base c'est un vilain qui a été créé dans la série Spider-Man, mais aussi au Punisher, et là je pense que Marvel va lui passer un petit coup de fil en lui disant calme-toi, ou alors ils vont adapter cette scène de Joss Whedon, où le Punisher se fait démolir par la jeune gamine mutante Molly Hayes. Entre là et do. Dans le reste de l'actu ciné, Monsieur Guillermo del Toro a dévoilé un petit peu plus quels personnages et comment est-ce qu'il comptait les utiliser dans son adaptation de Justice League Dark. Ça commence avec, il dit, la scène d'exposition du Constantine d'Alan Moore, et je pense qu'il parle donc de la première apparition du personnage dans le Swamp Thing numéro 37, et dans laquelle, si c'est la scène d'exposition directe, on le voyait en boîte de nuit apprendre de plusieurs informateurs l'existence d'une menace imminente, et puis si c'est plus général, eh bien c'est le Constantine un petit peu connard, omniscient, qui sait plein de choses que tu n'as pas l'air de savoir et qui vient éduquer Swamp Thing, en plus de menacer Abby, sa femme, c'est toujours très classe. D'ailleurs il dit qu'il aurait exploité cette dynamique Alec Abby, il dit qu'il aurait exploité évidemment un moment d'épiphanie, de révélation, quand Deadman aurait possédé un corps et pris conscience de ce corps-là. Il aurait également utilisé Zatanna, Etrigan et Clarion, et on en attendait pas moins de lui. On verra ce qu'ils font dans le nouveau projet. Ça a été reconverti dans un projet par J.J. Abrams sur HBO Max, si c'est maintenu. Petit débat intéressant pour continuer. Rassurez-vous, on va pas parler de quel est le meilleur Spider-Man, ou bien s'il faut que Michael Keaton, Ben Affleck, George Clooney, Mamelle Enchantée apparaissent dans le prochain Batman pour casser le cinéma. Non, c'est Matthew Vaughn avec lequel je ne suis pas d'accord quand il dit, il vient un petit peu chier sur Batman vs Superman de Zack Snyder en disant que c'était une erreur de faire coexister dans le même film 2 personnages si différents. Et alors autant il y a pas mal de trucs foireux dans BVS, autant le duo Batman-Superman en général et dans les comics fonctionne très très bien, et il est très intéressant peut-être à cause de leurs différences. Batman c'est la nuit, taciturne, très méfiant, très sombre, alors que Superman c'est plutôt le jour, figure divine extraterrestre, optimiste. Pourtant ils ont été beaucoup plus de fois alliés qu'adversaires, même si on aime plutôt les présenter à chaque fois quand ils se battent. Non, c'est même intéressant puisqu'ils partagent des origines communes, c'est en creux on va dire, les deux c'est des orphelins, la perte des parents, la destruction d'un monde, et c'est toujours plus intéressant de les voir dans cette dynamique alliée, de voir le respect qu'ils éprouvent l'un envers l'autre, pour pas dire une forme d'amitié ou d'amour, et on peut le voir dans des séries comme Batman Superman, comme World's Finest, qui va d'ailleurs
revenir. Donc non, Matthew Vaughn qui laisse d'ailleurs une petite dernière trace de merde sur le nez de Zack Snyder, quand il dit non, attendez, il y a encore de la place pour un film Superman. Il voudrait le faire avec Henry Cavill, dont il a l'air amoureux. Il dit, mais attention, en bonne et due forme, coloré, amusant et pas sombre. Et certains diront, et Man of Steel, c'était en forme de quoi? De ce boob peut-être. Je vous laisse me dire ce que vous pensez de tout ça dans les commentaires. Recyclage. Dans les comics, on commence avec des rumeurs qui donnent de grands espoirs, mais il faut les prendre avec des pincettes, puisque ça serait comme lire dans des feuilles de thé, le thé de Twitter tout d'abord, puisqu'on sait que Spider-Man Beyond va se terminer, qu'il y a un grand relaunch qui est prévu pour le titre juste après, donc avril-mai. On sait que c'est le moment où Jonathan Hickman quitte les titres mutants. La rumeur dit qu'il bosserait avec Bachalo, et Bachalo justement vient de tweeter du Spider-Man. Pof, on relit les traits, il en faut pas plus pour s'imaginer qu'ils vont tous les deux travailler sur Spider-Man et donc poursuivre un petit peu ce qu'ils ont fait dans Spider-Man Full Circle, où dans ce titre qui était un petit peu patchwork, voire une mosaïque, leur portion se démarquait largement des autres, et alors on peut lire aussi dans le thé d'Instagram, puisque Raphaël Grandpa, lui, a été beaucoup plus clair. Il a posté cette photo en disant Spider-Man bientôt. Et là, est-ce qu'on serait pas dans de la triple demi-molle si on réunit ces trois en équipe? Et puis la tendance des super-héros qui se tapent entre eux sur la gueule a encore de beaux jours devant elle. On sait que ça a toujours été une tactique utilisée par Marvel et DC pour venir booster les ventes d'un titre. Mark Millar a industrialisé tout ça avec sa Civil War. Et là, on nous promet un jugement dernier où la nouvelle coqueluche du MCU, les Éternels, va venir rencontrer tout d'abord les X-Men, donc au sein du Conseil Silencieux où ils vont apparemment déballer des secrets. Il manquerait plus que ça soit Benjamin Castaldi qui anime. Et là on est bon, je propose Flèche Noire pour la voix, ça serait explosif. Puis ensuite ils vont s'infiltrer chez les Vengeurs, donc ça promet une bonne dose de combat où on va rien comprendre avant qu'ils réalisent qu'ils partagent le même objectif et qu'ils se mettent enfin peut-être à discuter, mais je peux me tromper. Et puis alors, l'autre match légendaire, c'est Thor contre Hulk, scénarisé par Donny Cates, donc ça va saigner comme ta sœur tous les 28 jours. Alors Marvel fait plein de belles promesses, on nous dit que ça va révolutionner les deux personnages, mais on va attendre de juger sur papier. En attendant, ce que nous dit Donny Cates, c'est que pour les 60 ans de Thor et de Hulk, il va leur offrir un déferlement de violence, et ça pour le coup, je lui fais confiance. En parlant de promesses, Marvel annonce un Wolverine Omega, à savoir donc un Wolverine dont le pouvoir dominant ne connaîtrait aucune limite quantifiable. Alors est-ce qu'ils vont faire revenir les griffes chauffantes, un petit peu comme les sièges de certaines bagnoles quand tu prends l'option suer de l'arrêt à l'achat? Puis à croire que c'est Yannick Jadot qui est devenu président de chez Marvel et il recycle encore, cette fois c'est de la nostalgie pure, puisque Larry Hama va faire une série sur le Wolverine Patch, donc à son identité à Madripoor, et pour moi c'est lui l'alpha et l'oméga. Ça va être une histoire d'espionnage tellement à l'ancienne qu'ils vont faire revenir le Nick Fury original, pas le junior qu'ils ont introduit au forceps dans l'univers Marvel principal, avec une pirouette qui mériterait un 28/10 dans Danse avec les stars. Donc c'est pas Samuel L. Jackson qui aurait fait un petit malaise et qui se sentirait un peu pâle, non. Alors est-ce qu'ils vont faire un concours de cache-œil? Je ne sais pas, mais en attendant c'est totalement ma cam. Alors on finit avec du recyclage complètement absurde cette fois, puisque Marvel va sortir sous forme papier des comics qui avaient été prévus exclusivement pour l'application de lecture numérique Marvel Unlimited. Ils vont évidemment commencer avec les grands noms, Jonathan Hickman, Declan Shalvey sur les X-Men. Alors c'était tout à fait une histoire de Wolverine qui a exploité parfaitement le défilement vertical qui est proposé sur tous les écrans tactiles. Mais du coup, sur papier, ça perd tout son sens. Après, peut-être que chez Marvel, ils se torchent avec des iPads. Et d'ailleurs, c'est peut-être une bonne idée, ça, d'imprimer plutôt ça sur des rouleaux. Alors, pas de PQ, faut respecter un petit peu. Et le seul problème, c'est que ça serait à l'envers. Mais il y a bien un ingénieur dans les commentaires qui va me trouver comment faire. Lisez. Cette semaine, moi, j'étais en mode Bob l'éponge. Non pas que mon fils ait lâché Peppa Pig, non, mais j'épongeais littéralement la flaque de retard que j'avais pris sur mon boulot. Alors, j'ai quand même pris le temps de lire une série qui me tardait énormément de lire. C'est Way of X, l'arrivée de Simon Spurrier sur l'univers mutant de Jonathan Hickman. Et quel plaisir, puisqu'il se sert du personnage de Kurt Wagner, Diablo, pour venir parler de spiritualité, de religion. Il n'y en a pas un qui est mieux placé pour le faire. Et d'ailleurs, ça vient aussi enfin aborder, il était temps, l'aspect troublant, l'aspect foireux de certaines coutumes krakoanes, de cette nouvelle vie assez sectaire, assez rituelle. Tous les autres X-Men s'étaient mués en carpe, ou alors ça leur convenait puisqu'ils disaient rien.
là c'est très bien, et moi je suis très content d'ailleurs que Jonathan Hickman se soit affranchi de la mort en la faisant passer dans un élément narratif. Ça évite de sortir des excuses capillotractées pour le retour de tel ou tel personnage. De toute façon avec Charles Xavier on peut pas faire ça, et ça commence vraiment bien avec d'ailleurs l'arrivée de tout un casting que Spurrier affectionne tout particulièrement. Il me tarde de lire les prochains numéros pour voir si ça continue à être bon sur le long terme. Donc je vous laisse me dire ce que vous lisez ou geekez dans les commentaires, puisque c'est la fin de ce JT. Je vous remercie d'être aussi nombreux à le suivre, à mettre vos pouces bleus, à partager sur Facebook, à tweeter, à retweeter, à m'incorporer dans vos stories Instagram. Ça fait chaud au cœur, et j'espère que vous passez un bon bout d'an, c'est tout ce que je vous souhaite en tout cas. Je vous laisse réagir dans les commentaires sur YouTube, où je lis chacun d'entre vous et j'essaie de répondre au plus de gens possible. Sur Facebook, sur Twitter, vous pouvez me laisser vos petits messages pour El Bando del Pueblo, votre espace de liberté. Je vous embrasse, je vous fais des bisous, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour des nouvelles toutes fraîches. Il y a des figurines Among Us, j'ai toujours pas compris si c'était des mini sextoys, un hommage à l'olive, un hommage au doigt qui pue ou les trois. En attendant, elles ont l'air assez cool.